Here we are again for another session. It's maybe in English or maybe in French. How many people here in the audience are not understanding French? Well, so I guess we could do it in French. Yannick, ça te convient? As you want. As you want. Ok, tu mets ton micro bien proche de la bouche. Yannick Leguet, directeur technico-commercial Alstom France. Tout à fait. Voilà. Donc on va avoir un sujet, on va aborder un sujet, c'est celui du train, qui est un sujet éminemment intéressant, qui a quand même beaucoup secoué un petit peu tout le monde quand ce premier projet est sorti en Allemagne avec le Coradia Eilint, d'accord, qui est un projet dont tu peux nous rappeler les conditions de sa naissance Alors, le Coradia Eilint a été imaginé, on va dire, en 2014, quand, on va dire, Alstom a souhaité se diversifier, on va dire, a souhaité se diversifier par la création de valeur par l'innovation. D'accord. Et donc ce train qui est une success story, en fait, le train Lint, lui-même son petit cousin, est un train qui a été vendu en de nombreux exemplaires. Il y a plus de 1000 trains Lint qui roulent aujourd'hui en Allemagne, et ce sont des trains purement diesel. Et donc se différencier sur cette gamme de trains, ça voulait dire quoi? Passer à une nouvelle énergie de propulsion. Et l'hydrogène, on va dire, c'était à l'époque, hein, on est en 2014, c'était vraiment l'énergie de demain. Et donc le Alstom, avec le Land de Basse-Saxe, l'État allemand et le groupe Linde, ont décidé de lancer un projet qui a été signé en septembre 2014 on va dire notre espèce de salon de l'automobile du ferroviaire qui est l'Inotrans de Berlin. Un contrat a été signé en se donnant rendez-vous 2 ans après pour montrer le train fabriqué et 4 ans après pour sa mise en service commercial. Donc 2 ans après, on a présenté ce train, le premier train hydrogène au monde, donc en septembre 2016. D'accord, il sortait des usines et en septembre 2018, il a été mis en service commercial avec passagers. Excusez-moi, qu'est-ce que je vous dis? Ouais, c'est ça, 2018, il a été mis en service avec passagers. Et voilà, donc c'est un succès. Aujourd'hui, il roule depuis maintenant à peu près 1 an et demi, avec passagers tous les jours. Alors, pour l'instant, il n'y a que 2 trains. Les 12 autres vont arriver sur le site fin de cette année, donc fin 2020. Et voilà, donc ça, c'était notre première commande de train Eilint. Alors, le train Eilint, c'est un train qui roule à 140 km/h. C'est un petit train qui fait 54 mètres et qui va embarquer 260 kg d'hydrogène, qui a une puissance d'à peu près 600 kW, dont 200 kW x2, donc 400 kW apportés par les piles à combustible, et la puissance complémentaire est apportée par des batteries. D'accord, c'est bien un système hybride. Hein. C'est un système hybride, comme tous les trains à hydrogène. Enfin, les trains hydrogène, on en a 2 en fait. Hein. Il y a le Lint et celui auquel on va parler tout à l'heure. Et comment ce projet a été rendu possible? Alors, ça a été vraiment la volonté commune de 2 industriels que sont le Alstom et le groupe Linde, et de la puissance publique qui souhaitait vraiment aller vers de la décarbonation du transport. Donc le Land de Basse-Saxe, avec son opérateur LMVG, ont accepté d'être partie prenante et de partager ce risque de développement d'un nouveau train hydrogène et de faire en sorte que ça marche. Donc voilà, donc c'est vraiment le point de rencontre entre des industriels privés et la personne publique, une volonté publique de vouloir décarboner vers de la mobilité verte. Et voilà, il faut juste qu'on s'en parle et qu'on soit d'accord sur le projet. Et derrière, on sait mettre en œuvre ce qu'il faut. Je pense qu'en Europe, on a les compétences et la volonté et les opportunités. Donc ce schéma gagnant, est-ce qu'il est reproductible en France, hein, parce qu'on en a un peu parlé. Alors comment ça se passe? Qui sont les parties prenantes? Alors, en France, effectivement, en septembre 2018, quand ce train a été mis en service commercial, beaucoup de régions françaises qui avaient réfléchi, enfin qui ont un plan hydrogène, on va dire, sur leur territoire, ont souhaité rencontrer Alstom pour savoir comment mettre un train à hydrogène en service dans ma région. Donc on les a bien sûr toutes reçues, intéressées. On a amené certaines visiter ce train, cette première expérimentation du train Eilint. Et voilà, une fois qu'on a dit ça, la question c'est qu'un train hydrogène, c'est un train. Et un train, ça, c'est pas jetable. Je veux dire, quelque part, un train, ça s'insère dans une flotte de trains
il faut des conducteurs, il faut des plans de maintenance, il faut des compatibilités avec les infrastructures, etc. etc. Et donc, voilà, il nous fallait développer sur la base du train E-Lint à hydrogène, il nous fallait développer son cousin français sur la base d'un train existant. Le train existant, il s'appelle Régiolis en France, hein, c'est les TER qui circulent en région. Et donc toute l'idée a été de dire, sur la base de trains connus et exploités actuellement dans les territoires, dans les régions, comment pourrait-on verdir ce train, qui est aujourd'hui un train bimode électrique diesel, savoir qu'il s'est roulé sous caténaire. J'ai mon café, moi. Il s'est roulé en mode électrique quand il est sous caténaire, d'accord. Et quand il quitte une ligne électrifiée, il s'est passé en mode hydrogène pour rouler en mode zéro émission. Mais il faut comprendre que ce train, il n'est pas pris par toutes les régions de France, en fait. Hein. C'est un contrat qui a été négocié avec plusieurs régions. Voilà, donc effectivement, donc, je vous ai dit, donc, beaucoup de régions sont venues, on va dire, au renseignement sur ce train-là. Aujourd'hui, 4 régions ont souhaité franchir le pas de la passation d'une commande de train hydrogène. Donc ces 4 régions sont Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. D'accord. Donc ces 4 régions aujourd'hui ont montré leur intérêt, ont souhaité continuer les discussions, en particulier coordonnées par la SNCF. La SNCF a eu un rôle majeur de coordination, de spécification, d'alignement des besoins. Vous comprendrez bien qu'on ne peut pas développer un train par région. C'est simplement pas possible. Il y a des frais liés aux certificats, aux homologations qui sont extrêmement coûteux. On parle de plusieurs millions d'euros. Donc, effectivement, il y a eu un besoin de coordination des différents acteurs par rapport à l'expression de leurs besoins pour arriver à un train qui sera commun à ces 4 régions, qui sera le Régiolis bimode hydrogène. Ouais, parce que quand on ne connaît pas le monde du train, on se dit un train, c'est un train. Si j'ai un train qui roule sur des rails quelque part, je peux le mettre ailleurs, c'est simple, c'est la même chose. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Alors, ça va marcher comme ça. Ça va marcher comme ça en Europe. Il faudra encore attendre quelques années, hein, puisqu'il y a effectivement beaucoup de travaux en cours actuellement au niveau de la Commission européenne pour harmoniser, on va dire, les circulations des trains en Europe. Il faut savoir qu'on a déjà 3 tensions caténaires majeures en Europe, hein, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y a des systèmes de signalisation. Il y a un système de signalisation européen qui existe, donc qui est obligatoire aujourd'hui, mais il faut savoir que toutes les lignes ne sont pas équipées. Et tant que toutes les lignes ne sont pas équipées, il faut bien sûr avoir le système national en plus. Et il y a des contraintes on va dire, liées à la sécurité de circulation qui sont vraiment encore aujourd'hui pays par pays. Donc ça s'améliore, mais on va dire un train est difficilement transposable de l'Allemagne vers la France sans on va dire un complément d'études, des modifications majeures et une homologation complète. Donc, les 4 régions dont je vous ai cité le nom tout à l'heure, à savoir Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, ont souhaité être partie prenante, donc investir quelque part auprès de la SNCF et d'Alstom sur ce projet de train à hydrogène. L'État, au travers de l'ADEME aujourd'hui, va instruire un dossier d'aide à ces régions qui souhaitent se lancer dans le ferroviaire hydrogène. Donc c'est une très bonne nouvelle qui date d'il y a à peu près une semaine. Et donc c'est un signe très positif, on va dire, cette aide de l'État en tant que support à ce projet dont nous nous réjouissons bien évidemment. Bon, on a compris que le train est le seul mode de transport en Europe où finalement il n'y a pas d'harmonisation complète aujourd'hui, mais qu'on y va. Donc ça veut dire des trains différents, des homologations différentes. Et dans le cas du Régiolis, le choix qui intéresse les régions françaises concernées, c'est quoi les particularités de ce train? Qu'est-ce qu'il a de spécial ou de différent même de l'E-Lint qui fonctionne en Allemagne? Alors, le train E-Lint est ce qu'on appelle un train monomode, c'est-à-dire qu'il est hydrogène, et 100% hydrogène. C'est-à-dire que même s'il va alterner dans son parcours des lignes électrifiées et des lignes non électrifiées, il roulera toujours sous hydrogène. Donc quelque part, ce n'est pas forcément un optimum écologique ni économique. D'accord ? Depuis une dizaine d'années, les régions françaises ont souhaité qu'on leur fabrique, que ce soit nous ou nos concurrents, des trains bimodes, à savoir des trains qui puissent fonctionner en mode électrique avec un pantographe quand il y a une caténaire, et quand il n'y a plus de caténaire, pouvoir descendre le pantographe et continuer. Et aujourd'hui, cette continuation de parcours se fait en mode diesel. D'accord ? Donc tout l'enjeu consiste à conserver tous les équipements nécessaires pour la circulation sous caténaire et en plus
de venir y mettre tous les équipements nécessaires pour la circulation en mode hydrogène. Donc le challenge technologique, il est réellement là pour pouvoir embarquer le carburant nécessaire, hein, donc l'hydrogène, et pouvoir y installer la pile à combustible. Hein. Dans le cas du Regiolis, le besoin de puissance qu'on a, c'est une pile à 300 kW. Donc on en a 2 sur le train, donc on a 600 kW de piles sur le train, auxquelles on vient adjoindre des batteries pour assurer donc, les pics de puissance et également le stockage d'énergie en freinage électrodynamique. Combien d'hydrogène stocké sur ce train? Alors, le Highlint, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 260 kg d'hydrogène sur le Highlint. Ici, on va être aux environs de 180 kg. Donc 180 kg multiplié par combien de trains sur une même station? Alors, une station peut accueillir 10 trains, 20 trains, ça peut être très important. On a aujourd'hui commencé les discussions. On sait que cette technologie est quand même naissante en région, donc on ne va pas avoir des dizaines de trains hydrogène tout de suite. Mais déjà, en termes de dimensionnement de stations, on a fait un calcul assez rapide. Si on part sur 5-6 trains dans une région, qui généralement vont être tous regroupés autour du même point un atelier de maintenance, hein, on peut imaginer avoir un besoin d'hydrogène entre 800 et 1 tonne d'hydrogène par jour. Et ça, 7 jours par semaine, 365 jours par an, pendant 30 ans. Donc, quelque part, j'ai écouté tout à l'heure dans la table ronde précédente, quelqu'un qui disait qu'on est un petit peu face à une problématique de la poule et de l'œuf, à savoir que l'hydrogène vert, ça coûte cher, donc on n'en consomme pas. On n'en consomme pas, donc on massifie pas, donc c'est cher. Et donc, quelque part, pouvoir arriver avec un besoin, on va dire, de 800 à 1 tonne jour, ça permet de massifier une production d'hydrogène vert et donc d'attirer d'autres usages. Ça peut être des flottes captives, ça peut être des bus, ça peut être des taxis, ça peut être tout un tas d'autres usages autour d'un point d'avitaillement. Parce que le gros avantage du train, c'est qu'il rentre tous les soirs à la maison. Et tous les soirs, il fait le plein à un point donné. On n'a pas, on va dire, la même problématique que dans la mobilité légère, à devoir distribuer des points de distribution d'hydrogène un peu partout sur le territoire. Donc, gros avantage du ferroviaire, c'est, on va dire, qu'il est un consommateur massif, géolocalisé et répétitif. Oui, donc il garantit la rentabilité des investissements dans les infrastructures. D'accord. Le réseau français, c'est en gros à peu près 36 000 km de lignes, il me semble, et 17 000 non électrifiés. C'est à peu près ça? C'est ça, ouais. Ok. Et donc, comment Alstom voit le potentiel de déploiement finalement de ces trains? C'est dans la perspective d'Alstom, c'est quoi la taille du marché adressable en fait pour la France? Tout, 100%. Et tout, ça veut dire quoi? Non, aujourd'hui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1200 trains en France qui fonctionnent, des trains passagers. Hein. Je ne mets pas les locomotives dedans, hein, mais juste sur des trains passagers, il y a à peu près 1200 trains en France qui roulent au diesel. D'accord? Donc ces 1200 trains, les premiers ont été mis en service dans les années, enfin les plus anciens actuellement, ont été mis en service dans les années 95. D'accord? C'est ce qu'on appelle les ATER, XTER, 72 500, 73 500 pour les ferrovipat. Et donc ces trains, ayant une durée de vie de 30 à 40 ans, vont devoir arriver en période de renouvellement à l'horizon de 2028-2030 pour les premiers. D'accord? Et donc on s'est posé la question chez Alstom en se disant, voilà, 2028-2030, qu'est-ce qui se passe s'il faut, quels seront les besoins de nos clients en 2028-2030? Et très clairement, aujourd'hui, on s'est dit, il n'y a pas un client qui voudra racheter du diesel. Qu'est-ce qu'il aura comme alternative? Donc aujourd'hui, on a des trains à batterie, hein, on fait des trains à batterie. Est-ce que la batterie pourra couvrir tous les usages? La réponse, c'est non. La batterie pourra couvrir certains usages du ferroviaire, d'accord? Mais il y a des usages de ferroviaire, vous ne ferez pas un Marseille-Briançon avec une batterie. Simplement, ça ne marche pas. Donc il faudra avoir autre chose que la batterie. Et cette autre chose que la batterie, on peut se gratter la tête pendant très longtemps. Si on veut que ce soit du zéro émission, ce sera d'hydrogène. Et donc on s'est très vite, on va dire, concentré sur ce plan de bataille. Pourquoi? Parce que une AOT, une autorité organisatrice de transport, ne peut pas décider d'un claquement de doigts de basculer du diesel à l'hydrogène en disant tout va bien se passer. C'est pas vrai. Il faut faire un démonstrateur, il faut faire la démonstration pendant 2, 3, 4 ans avec l'intégralité de l'écosystème en service. Les fabrications de trains, bien évidemment, et là c'est le job d'Alstom, mais il faut les énergéticiens, il faut les mainteneurs, il faut les autorités de sécurité, il faut les ateliers de maintenance, il faut tout ça soit en œuvre pour pouvoir rassurer les autorités organisatrices de transport pour dire oui,
on pourra remplacer l'intégralité de notre flotte diesel en autre chose quand le moment sera venu. Et quand on regarde l'échelle, on est en passe de signer une commande aujourd'hui en 2020. Les trains sortiront homologués en 2024, 2023-2024. 4 ans après, c'est 2028. Voilà, donc on est dans ce timing, d'accord. Voilà, grâce, on va dire, à ces 4 régions et au support de l'État et de l'ADEME, bien évidemment, son bras armé, on va dire, qu'est l'ADEME, pour nous supporter sur ce projet-là, qui est vraiment une vision d'avenir sur le transport décarboné. Comment est-ce qu'on y va, en fait, hein, de manière pragmatique. Bon, donc il y a un bon timing, ça c'est bien. Il y a aussi un enjeu industriel fort. Il y a quand même, c'est une technologie qui est nouvelle, ça va impliquer de faire des chaînes de traction nouvelles, etc. Il y a des aspects stockage. Ces trains, chez Alstom, ils sont fabriqués où, par qui, comment quelles sont les entités qui sont en jeu pour aboutir à ce Regiolis hydrogène? Alors, les grandes masses, hein, les grandes masses pour faire un train. Vous avez une structure de caisse, des sièges et tout ça. Ça, c'est fait à Reichshofen, en Alsace. D'accord. Le bogie est fait au Creusot. Le moteur est fait à Ornans, en Bourgogne. La chaîne de traction est faite en Occitanie, à Tarbes. Voilà, et les essais et tout ça sont faits l'intégration est faite à Reichshofen. Voilà, donc on est sur un projet français. Alors on nous reproche souvent la pile. La pile du E-Lint a été faite par Hydrogenix, donc ok, c'est pas français. On travaille aujourd'hui avec des acteurs pour pouvoir franciser nos solutions. On a des demandes de la part de l'État pour pouvoir rentrer dans une filière, on va dire, française de l'hydrogène. Donc on est tout à fait ouvert. On discute avec l'ADEME sur ce sujet-là. Donc voilà, donc on s'inscrit vraiment dans le déploiement d'une filière ferroviaire hydrogène française. Et c'est quelque chose, je pense, qui pourra émerger, qui pourra nous différencier. Oui, je crois savoir qu'il y a des acteurs industriels français qui s'intéressent à ces parties-là, qui pourraient très bien rejoindre ces AMI. Maintenant, on va, pour conclure, sortir du débat français et se projeter un petit peu. Ce sujet, une fois que le premier train a roulé, le monde entier a regardé en disant « oui, mais c'est possible, en fait ». Faire des systèmes de forte puissance hydrogène pour le transport, c'est possible. Et du point de vue du groupe Alstom, qu'est-ce que vous avez vu émerger comme demande, dans quel pays comment est-ce que tout ça a bouillonné, en fin de compte? Alors, effectivement, ça a été un petit peu Alors, on a eu la chance, quelque part, de la concomitance d'une poussée de l'hydrogène, on va dire, en dehors du ferroviaire, juste à ce moment-là, en septembre 2018. Hein, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu vraiment un engouement très très fort pour l'hydrogène au niveau mondial à ce moment-là, et on a eu la chance de sortir le train E-Lint pile au même moment. Donc effectivement, beaucoup de pays sont intéressés. Donc on a eu le Canada, on a l'Angleterre sur lequel on a un projet qui s'appelle Breeze. On va faire rouler le E-Lint aux Pays-Bas, qui est en tête de passer une commande également. On va également expérimenter très probablement en Belgique. Il y a également l'Italie et l'Espagne qui sont également intéressés pour les trains hydrogène. On sait que nos concurrents travaillent, eux, avec l'Autriche pour Stadler, également avec la Californie pour Stadler, hein, puisqu'ils ont un prototype qui est rentré. Siemens a également déclaré vouloir se lancer dans un train hydrogène. Le Mireo devrait être annoncé cette année. Donc voilà, donc on a effectivement été un peu pionnier, mais j'ai envie de dire, écouter et globalement, et tant mieux, nos concurrents viennent aussi à l'hydrogène, parce que je pense que il y a eu longtemps un débat, une guéguerre entre l'hydrogène et la batterie, en disant il n'y en a qu'un des deux qui survivra. C'est pas vrai. Les deux vivront. Les deux ont leur leur cas d'usage, et les deux vivront. Simplement, il ne faut pas essayer de faire dire tout à l'un ou tout à l'autre. Il faut simplement travailler sur les deux solutions. Et je viens de me rappeler qu'il y avait un dernier sujet qui nous intéressait beaucoup, qui est celui du locotracteur ou du train de marchandises. Parce que là, on a parlé essentiellement du train de voyageurs, du train régional, hein, sur des lignes non électrifiées. Mais les lignes non électrifiées, c'est aussi beaucoup les marchandises, le fret, qui est un secteur qui n'est pas forcément en très très bonne santé. Et comment, chez Alstom, vous voyez la solution hydrogène vis-à-vis de ça? Est-ce que vous la voyez tout court ou pas, d'ailleurs? Alors, la réponse c'est oui. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on a bien évidemment des secrets industriels, mais bien évidemment cette problématique du transport fret à hydrogène est une vraie problématique, en particulier quand on sait que ce qui fait le choix de la locomotive au départ d'un chargement, c'est le petit bout de ligne non électrifié à la fin qui va décider de mettre une locomotive diesel sur l'intégralité du parcours.
même s'il n'y a que quelques kilomètres en bout de ligne qui ne sont pas électrifiés, simplement parce que changer de locomotive en cours de route, c'est simplement un très très gros travail, et mettre 2 locomotives, c'est pas possible non plus. Donc les gens préfèrent aujourd'hui parcourir tout le trajet en diesel, simplement pour ne pas avoir à changer de locomotive. Donc voilà, on y pense, on a des solutions, on y travaille. Bien évidemment, c'est un sujet qui nous passionne aussi. Qui est sur la table. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup pour cette conclusion, Yannick. Merci. Excellente fin de journée. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront envie de poser des questions, probablement. Merci. À bientôt. Merci à toi.